Mute. OK, alors, bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce Lunch and Learn, sauf pour le lunch. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous offrir du poulet ou de la salade aujourd'hui, mais très content de prendre un moment pour mettre à jour plus de 150 ingénieurs aujourd'hui qui vont nous rejoindre sur l'appel dans le but de vous présenter l'étendue des nouveaux produits de RVE. Avec une présentation assez technique, assez pointilleuse sur les développements de la dernière année de la solution RVE. Donc, sans plus tarder, je propose de rentrer dans le vif du sujet. On va en avoir pour à peu près 30 à 40 minutes pour la présentation aujourd'hui. Et ensuite de ça, je pourrais prendre les questions qui vont arriver durant la présentation. Donc, je suis accompagné de mon collègue Simon au soutien technique qui est disponible pour monitorer les questions dans le chat auxquelles on va soit répondre en temps réel dans le chat en direct ou garder les questions pour la fin de la présentation où je pourrais y répondre. Mais franchement, gênez-vous pas là, en cours de présentation, n'hésitez pas à poser les questions puis on va s'assurer qu'on répond à à l'entièreté de celles-ci. Également, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, donc vous allez recevoir l'enregistrement là, suite au webinaire d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez réécouter certains passages ou partager à des collègues, vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Petit rappel avant de débuter, une bonne façon d'être au courant des nouvelles de RVE, c'est de suivre notre page LinkedIn, donc à Recharge Véhicules électriques. On essaie de diffuser un maximum d'informations, que ce soit sur l'industrie, la réglementation, les changements au niveau réglementaire du code ou des standards, ainsi que des projets à succès réalisés. Donc, Recharge Véhicules électriques sur LinkedIn, où on a aussi une page Instagram et YouTube. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la présentation du hub de RVE ainsi que nos nouveaux produits, donc les DCC+, et SMP+, intelligents et connectés. Donc, une solution globale pour la recharge des véhicules électriques en multilogement qui vise à effectuer une surveillance, une analyse et du contrôle de l'ensemble des infrastructures électriques pour faciliter la vie et le travail des spécificateurs dans le code du bâtiment. Donc, je prends le temps de me présenter. David Corbeil, président et cofondateur de RVE. Donc, depuis déjà une décennie, je me passionne de gestion d'énergie, de gestion de la puissance en sécurité électrique. Donc, je m'implique depuis plusieurs années au niveau de certains comités canadiens et américains, notamment depuis 2021, je m'implique dans la rédaction du standard sur les systèmes de gestion de l'énergie des véhicules électriques. Donc, la norme C343 qui va être publiée très prochainement. C'est une norme auquel RVE a collaboré depuis déjà 4 ans. Je m'implique aussi au niveau de la sous-section 86 du Code canadien d'électricité. Donc, depuis 2022, on contribue à s'assurer que les standards et les règlements du Code sont alignés avec les besoins du marché. Et je m'implique aussi au niveau provincial, donc au Québec, dans le sous-comité qui a été formé par la RBQ en 2021 dans le but de moderniser le règlement du Code de construction et spécifiquement tout ce qui touche la recharge des véhicules électriques. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs années de développement et d'innovation, mais aussi des solutions qui sont alignées avec les standards et les règlements du Code du bâtiment qui sont sur le point d'être émises par la Régie du bâtiment. Si on regarde un petit peu l'historique à l'échelle canadienne des différents changements réglementaires, bien, en juin 2024, CSA a publié la 26e édition du Code canadien de l'électricité et introduit un assouplissement important au niveau de l'article 806-11, que je reviendrai un petit peu plus tard.
En septembre 2024, CSA publiait son Public Review, donc un Public Review pour le standard en développement sur les systèmes de gestion d'énergie de véhicules électriques, les SGEVE. Donc, il y a eu une Public Review de 90 jours qui a eu lieu en septembre 2024 et le sous-comité est présentement en train de finaliser le document pour publication. Et plus récemment, et spécifiquement pour le Québec, la RBQ a publié son projet de règlement pour le prochain code du bâtiment. Donc, le 5 mars dernier, la RBQ a publié le règlement qui, entre autres, là, spécifiquement pour les multilogements, va exiger les infrastructures élémentaires dédiées à la recharge pour toutes les nouvelles constructions. Donc, ça fait plusieurs années que la régie travaillait sur le projet. Et en plus de ça, va introduire des définitions claires et applications en ce qui touche les systèmes de gestion d'énergie des véhicules électriques. Donc, c'est dans l'air du temps, là, vraiment, d'adapter les pratiques pour se conformer aux réglementations en vigueur ou à venir. Donc, avant de rentrer trop vite dans le vif du sujet, je trouvais important de prendre le moment de mettre tout le monde à niveau sur la définition du Code canadien en ce qui a trait au système de gestion de l'énergie des véhicules électriques. Donc, par définition, un SGEVE, c'est un moyen permettant de maîtriser l'alimentation des charges d'appareillage de véhicules électriques, donc ARVE ou bornes de recharge, par le processus ayant trait au raccordement, au débranchement, à l'augmentation ou à la réduction d'énergie électrique, aux charges et pouvant comprendre un appareillage de recharge, un appareillage de communication, un dispositif de commande, une minuterie et autres dispositifs pertinents. La synthèse des synthèses et l'intention derrière ce type de système, c'est d'avoir un système qui, conformément aux dispositions du Code, va permettre de faire de la surveillance, de l'analyse et du contrôle. Donc, vraiment, c'est les trois critères à évaluer pour tout type de système de gestion de l'énergie, à savoir est-ce que ces trois critères-là sont pris en charge par le système, est-ce qu'ils sont certifiés conformément à la norme et est-ce qu'ils s'appliquent au contexte pour lequel vous avez besoin de déployer l'infrastructure. Si on regarde plus spécifiquement les assouplissements qui sont introduits au nouveau code, il y a des règles spécifiques qui permettent d'adapter les calculs de charge lorsque les systèmes de gestion d'énergie sont installés. Donc, on a l'article 806-11 qui permet d'exclure la charge de demande pour les bornes de recharge du calcul total si le système de gestion d'énergie surveille et contrôle les artères conformément à l'article 8.500. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'article 8.500? Il spécifie que les systèmes de gestion d'énergie peuvent surveiller les charges électriques et contrôler les bornes de recharge afin de garantir que la charge sur un circuit, un panneau ou le service ou l'entrée principale ne dépasse pas les limites établies. Donc, vraiment, on tombe dans un scénario où on va avoir un cadre réglementaire au Québec très bientôt qui va nous donner un encadrement clair pour être capable de, conformément aux dispositions du Code, ne pas impacter le calcul de charge s'il y a un système conforme qui est déployé. Donc, si je reprends les différentes composantes des SGEVE, eh bien, dans les fonctions primaires, on va avoir, premièrement, en haut à droite, fonction de surveillance. Donc, ça peut être une surveillance des dérivations, de l'artère, du transformateur, de l'entrée principale ou du groupe de bornes de recharge. L'analyse peut être locale ou délocalisée, selon si les décisions d'analyse sont critiques ou non critiques. La communication peut être filaire ou sans fil. Et le contrôle peut se faire au niveau des contrôleurs de charge ou dérivation, des panneaux, des prises ou des bornes. Donc, il y a vraiment plusieurs types d'applications en ce qui a trait au SGEVE. Mais somme toute, la synthèse des synthèses, c'est que si
toutes les composantes du système sont installées et certifiées conformément à la section 8 du code. La charge des bornes de recharge n'a pas à être additionnée dans le calcul de charge. Donc, c'est une très bonne nouvelle, je crois, parce que ça va donner un cadre super bien défini pour les professionnels afin d'être capable de designer des systèmes avec des standards et des normes à suivre qui vont s'assurer qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place et qui sont conformes avec l'intention derrière le changement réglementaire. Au niveau de la conformité maintenant, un des éléments que je veux proactivement mettre de l'avant dans le webinaire d'aujourd'hui, c'est l'emplacement de l'analyse pour la prise de décision. Donc, une question qui est importante à se poser, c'est est-ce que le cerveau de décision d'un SGVE peut être situé dans le cloud? Donc, est-ce que l'analyse pour tout ce qui touche la sécurité électrique peut être à distance ou est-ce qu'elle doit être locale? Donc, il y a plusieurs types de décisions à prendre pour un système de gestion d'énergie, mais tout ce qui touche les décisions critiques, le standard est clair là-dessus. Afin de garantir la sécurité électrique, les décisions de sécurité critique doivent être prises de manière locale, principalement pour que, en cas d'événement de défaillance des communications avec le cloud, que Rogers est down ou autre, que localement, il y ait toujours ce filet de sécurité qui assure un dispositif de sécurité fail-safe ou de sécurité en tout temps pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la capacité électrique disponible. Le parallèle à faire de ce côté, c'est l'exemple des ascenseurs. Donc, au niveau des systèmes de sécurité des ascenseurs, comme le freinage d'urgence, la détection de surcharge ou le positionnement de la cabine, c'est des décisions qui doivent être rapides et fiables. Et dans les standards d'ascenseurs, le standard B44 sur la sécurité des ascenseurs et monts de charge, c'est toutes des décisions qui sont prises par des contrôleurs qui sont locales et même embarqués dans l'ascenseur. Donc, si on fait le parallèle, là, véhicule électrique ascenseur, c'est la même dynamique, c'est de s'assurer que les décisions critiques sont prises localement. Les décisions non critiques, comme l'optimisation tarifaire ou de l'analyse de données pour de la facturation, peuvent être prises dans le cloud parce que ça n'a pas n'a pas de lien avec la sécurité électrique. Alors, j'enchaîne maintenant avec l'introduction des produits de RVE. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous introduire formellement au hub de RVE. Donc, notre tout premier système de gestion d'énergie de véhicules électriques développé au cours des 4 dernières années avec la collaboration de plusieurs entreprises québécoises. Donc, on a Dimonoff qui a contribué au projet avec RVE. On a plusieurs projets de recherche avec l'École des technologies supérieures du Québec. On a la firme Duprat-Ledoux. Je salue Vincent qui est sur l'appel d'ailleurs, qui a contribué avec beaucoup de son temps et des ressources de Duprat-Ledoux pour nous aider à développer le système puis s'assurer de la conformité avec les plus récents développements au niveau des normes. Donc, le hub, c'est la version d'RVE d'un système de gestion d'énergie qui a déjà passé la certification SPE 1000. Donc, c'est un produit qui est déployé depuis plus de 12 mois dans des dizaines de projets, des dizaines d'immeubles, puis qui est maintenant en phase de commercialisation. En parallèle, on est en processus de certification avec la norme C343. Toutefois, comme la norme n'a pas encore été publiée, on est dans ce limbo-là où on attend que la norme soit publiée pour aller chercher la certification. Donc, ce système de gestion de l'énergie a été développé aussi grâce à l'aide du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui a soutenu le projet de développement avec plus de 2 millions de dollars en subvention. On a eu aussi le soutien d'Hydro-Québec, qui nous a aidé à définir les requis du système, avec pour objectif, finalement, d'avoir un système qui est compatible avec l'ensemble des sources d'alimentation dans un contexte de multilogement.
Donc, le hub, c'est un système qui va surveiller les différentes artères d'un immeuble et qui va permettre ensuite le raccordement de la solution du système de recharge, que ce soit au compteur ou aux infrastructures partagées. Donc, dans ses caractéristiques principales, le hub va prendre des décisions critiques qui sont locales. Tout se fait de façon vraiment locale à l'intérieur de l'immeuble. La gestion de l'énergie est faite à partir d'un algorithme qui maximise les dernières sessions de charge de manière dynamique. Donc, en ayant une visibilité sur l'ensemble des circuits, on est capable d'optimiser les cycles de recharge. On va être capable de surveiller jusqu'à 7 artères avec 15 CT flexibles ou rigides. On est capable de contrôler jusqu'à 120 DCC+, ou 30 SMP+, en connectivité avec le hub via une connexion filaire BACnet. Et le hub, s'il est connecté à Internet, va permettre de faire la mise à jour logicielle ainsi qu'avoir un accès en tout temps au portail Connect RVE. Donc, sur le système, on a premièrement une configuration en usine qui est locale. Mais on a aussi, comme vous pouvez le voir, un écran local et une mémoire interne qui affiche la pointe de 12 mois. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir accès aux données des compteurs d'Hydro-Québec ou vraiment avoir du data fiable pour faire une étude de charge avec 12 mois de données, pointe 15 minutes. Donc, ce qu'on a aussi inclus aux fonctionnalités de base, à même l'écran du hub, c'est une visibilité sur chacune des artères du pic 12 mois. Donc, c'est aussi un système qui peut être déployé vraiment en prévention pour être capable d'aller connecter le hub aux différentes artères, monitorer la consommation pour qu'après 12 mois, vous êtes capable d'extraire le data, que ce soit sur l'écran ou sur le portail Connect RVE, et de déployer votre infrastructure de recharge en conséquence. Un feature vraiment pour toute la phase d'analyse de vos projets au niveau des infrastructures électriques. Donc, le hub va vous donner de la visibilité sur les données en termes de surveillance. Donc, vraiment, un maximum de transparence avec des données qui sont conformes à l'article 806.8 au niveau de la pointe 12 mois. Donc, pour vous permettre de faire votre travail à partir de là sur les infrastructures à déployer. Si vous avez des besoins, que ce soit au niveau d'un devis technique pour le hub ou de la visibilité sur la meilleure façon de mettre sur plan, simplement contactez notre équipe à vente@rve.ca et un ou une de nos représentantes va vous contacter dans les meilleurs délais. Au niveau du processus de commande et de la façon de spécifier les hubs, on a préparé un exemple concret, là, typique qu'on observe au Québec. Donc, une étude de cas de 120 logements, qui est un exemple réel qu'on a réalisé. Donc, où on avait une entrée triphasée de 600 volts et 6 transformateurs monophasés. Donc, un total de 7 artères sur deux niveaux. Donc, pour déterminer le bon code de produit, essentiellement, on a 4 types de contextes à déterminer parce que les infrastructures électriques d'une province ou d'un État à l'autre, ça change beaucoup. Donc, c'est un produit qu'on déploie également aux États-Unis. Pour le Québec, on va souvent voir là, dans les immeubles de moyenne et grande taille le contexte 1. Donc, une entrée triphasée 600 volts et des transformateurs monophasés, 3 ou 6 transformateurs pour le contrôle des DCC. Donc, dans ce cas-ci, l'étude de cas, on sera dans le contexte 1. On aurait une entrée principale triphasée à monitorer, donc une fois pour l'étape 2. Ensuite de ça, on aurait 6 transformateurs à monitorer, donc 6 artères supplémentaires. Alors, le produit requis ou la spécification pour le hub à mettre sur plan,
c'est vraiment assez simplifié, là. Donc, ça serait de mettre un hub 15G1, qui est le produit en soi avec le logiciel. On aurait 7 hubs feed G1, qui est pour 7 artères incluant les CT, et le code de produit pour la commande ou les demandes de prix serait 1-16. Donc, c'est vraiment l'ensemble du processus pour déterminer le bon modèle puis qu'on soit capable de vous fournir les bonnes spécifications de produits. Ensuite, on a les lecteurs de courant, comme je le disais, qui sont inclus en tout temps. On offre proactivement des lecteurs de courant qui sont flexibles, donc de type Rogowski, qui sont configurés en usine directement par l'équipe de RVE, qui viennent avec 25 mètres de câble, ce qui, dans la majorité des cas, va être suffisant. On a aussi la possibilité d'offrir une option à 50 mètres de câble pour être en mesure de répondre aux différents besoins. Et les CT vont de 100 ampères jusqu'à 5000 ampères selon les modèles. Tout ça est inclus, il n'y a pas d'impact sur le prix. Donc, le hub de RVE est seulement compatible avec les CT de RVE. C'est la seule façon qu'on peut garder notre certification. Donc, nous, on fait le testing au moment de la certif en usine et on livre directement sur les chantiers. Donc, ça fait le tour de la portion de la présentation sur le hub, qui est un système qui permet de faire la surveillance et l'analyse, que ce soit pour les petits immeubles quand le raccordement au compteur est possible, donc quand les compteurs individuels des unités sont accessibles, ou encore pour les infrastructures partagées. Ensuite, j'enchaîne le webinaire d'aujourd'hui avec les systèmes de contrôle de RVE. Donc, on a l'introduction du DCC+, pour les plus petits immeubles lorsque les raccordements au compteur sont possibles, et l'introduction du SMP+, lorsqu'on va être sur une infrastructure dédiée à la recharge ou sur l'entrée de service. Donc, je commence avec le DCC+, qui est une évolution d'un produit que la plupart d'entre vous connaissez déjà très bien. Donc, le DCC+, va permettre de connecter au hub les unités et essentiellement d'optimiser la façon dont on fait la recharge. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tous les DCC déployés jusqu'à ce jour sont compatibles pour être upgradés avec un DCC+. Le DCC+, peut être utilisé en mode individuel ou en mode connecté au hub lorsqu'il y a une nécessité de gestion d'énergie. Il va se distinguer par sa capacité à protéger autant l'infrastructure du logement que l'infrastructure en amont au niveau des transfos et de l'entrée principale lorsqu'il est utilisé en mode connecté. Et il va permettre de réalimenter automatiquement les bornes. Donc, on a rajouté un lecteur de courant qui monitore la consommation qui s'en va jusqu'à la borne. Ça nous permet d'optimiser les algorithmes et de distribuer l'énergie de façon équitable au travers d'un parc de bornes. Donc, on est en mesure vraiment d'optimiser en fonction des habitudes des usagers, de l'énergie déployée, par exemple, dans les derniers 12 heures, la façon qu'on va réalimenter les charges en fonction de la capacité disponible de l'immeuble. Au niveau un petit peu plus technique pour la façon de connecter ou de designer un projet, donc le hub va communiquer par BACnet vers les DCC+. La distance maximale entre le hub et le dernier DCC doit être de moins de 2000 pieds. Donc, vous avez à l'écran le type de câble recommandé. C'est un câble assez standard de 22 gauges, torsadé et avec un shield. Les connexions sont en daisy chain. Donc, un des bels avantages du BACnet, c'est qu'on peut vraiment partir du hub, un seul fil, et sauter d'un DCC à l'autre jusqu'à un maximum de 99 DCC par port. Donc, le hub vient avec 2 ports BACnet. Donc, vous pouvez partir un maximum de
99 DCC par port BACnet, mais un total de 120 DCC par hub pour le moment. Je dis pour le moment parce que on a testé présentement jusqu'à 120 DCC par hub. Notre objectif, c'est de se rendre aux limites de BACnet qui serait 198 via une mise à jour firmware. Mais pour le moment, dans la spec, on est limité à 120 DCC par hub. Ensuite, chaque DCC doit avoir une configuration d'adresse unique, ce qui peut être fait au moyen d'un rotary switch sur les DCC eux-mêmes. En ce qui a trait au kit de mise à niveau, donc tous les DCC qui ont été vendus depuis 2020 sont de génération 2 ou 3 et le upgrade kit que vous voyez à l'écran, essentiellement, c'est seulement de changer la carte électronique. Donc, c'est très simple, c'est seulement que du bas voltage, donc ça n'interfère pas avec la certification du produit. Pour les DCC vendus avant 2020, contactez notre équipe directement, on va vous expliquer la façon de faire, mais il y a vraiment peu d'unités qui vont être concernées par d'autres types de changements. Vous pouvez voir déjà sur notre site Internet, toutes les informations sont disponibles pour avoir accès aux documents d'Upgrade Kit. Donc, ça fait le tour de la présentation du hub avec le DCC+. Maintenant, je prends le temps de vous donner un exemple concret des économies potentielles pour les clients. Ce que j'ai à l'écran ici, c'est un immeuble, donc le Laurier à Belleuil. C'est un immeuble qui a été déployé, ça fait déjà 1 an, avec plus de 160 bornes, 160 DCC et un hub. Et ultimement, l'enjeu du syndicat, donc c'est un immeuble existant, c'était que la seule autre façon d'alimenter les bornes aurait été d'augmenter l'entrée électrique. Donc, si l'option d'augmenter l'entrée électrique, qui était vraiment la seule autre façon de faire parce que le service avait vraiment pas beaucoup de capacité disponible, et par exemple, sans gestion d'énergie, l'évaluation était de 500 000 $ pour grossir l'entrée électrique. Hydro-Québec avait pas nécessairement la possibilité de le faire et il y avait aussi pas l'espace pour faire une nouvelle distribution. Donc, c'était un gros défi, un gros casse-tête. Ce qui a été designé sur ce projet-là, c'était d'installer un hub qui contrôle tous les DCC et qui a permis essentiellement de conserver l'entrée électrique en place et d'alimenter déjà plus d'une 50aine de véhicules électriques qui sont dans l'immeuble. Donc, un exemple concret de comment, en respectant les contraintes électriques, on peut aider un syndicat à déployer des infrastructures de recharge sans refaire toute son entrée. Puis aussi Hydro-Québec à ne pas avoir à grossir les transformateurs dans la rue ou déployer une nouvelle distribution. Je pense que cet exemple-ci pourrait tout aussi bien s'appliquer dans une nouvelle construction où dès qu'on irait sur plan, on pourrait effacer du calcul de charge, les charges grâce à un design comme celui-ci. Donc, j'enchaîne maintenant avec le système de contrôle SMP. Donc, pour les infrastructures partagées, les plus grands immeubles, souvent un petit peu plus adaptés aussi au contexte locatif. J'ai introduit le SMP. Donc, le SMP pour Super Magic Panel ou encore pour panneau intelligent de recharge vient avec un algorithme de délestage automatique qui est équitable, qui a une capacité variable entre 12, 15, 18 et 21 bornes. Donc, selon le panneau de distribution en amont, le SMP est flexible en termes de nombre de relais qui peuvent être inclus dans l'unité. C'est un modèle qui est quand même assez compact. Donc, c'est sûr que ça prend de la place. Il faut le prévoir au niveau de la disposition des équipements. Mais c'est un design qui est assez compact là, de 24 par 48. C'est un système qui est certifié par Mesure Canada. Donc, très important lorsqu'on pense à faire de la refacturation de la recharge au Canada. C'est compliqué de faire de la refacturation au kilowattheure
pour être capable de le faire dans un contexte résidentiel, de condo, il faut être certifié par Mesure Canada. Donc, nous, dès qu'on a un système qui est déployé, c'est un long processus qu'on prend en charge chez RVE pour s'assurer que le syndicat respecte les lois en vigueur et est certain qu'il peut refacturer en utilisant le kilowattheure comme indice de refacturation et non pas des minutes de recharge, ce qui rend un petit peu plus compliqué là, la refacturation équitable. C'est aussi un système qui est à la fois compatible avec tous les panneaux de distribution, donc que ce soit les panneaux Siemens, Schneider ou autres compagnies, mais également avec toutes les bornes de recharge. Donc, un avantage important de la solution SMP, c'est que de plus en plus, on se rend compte que les propriétaires d'immeubles ne veulent pas être propriétaires de la borne de recharge. Ils ne veulent pas gérer les bris de câbles ou les vols de câbles pour le cuivre, des pistolets de recharge. Donc, le SMP permet vraiment d'amener l'intelligence au niveau de l'infrastructure électrique et ultimement, ça peut être une prise NEMA 1450 ou seulement une sortie 40 ampères que le copropriétaire ou le locataire va connecter la borne directement. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de connectivité au niveau de la borne parce que toute l'intelligence est ramenée au niveau du panneau intelligent, ce qui évite les frais de connectivité au niveau des espaces de stationnement, mais aussi une responsabilité de moins pour le propriétaire d'immeuble en n'ayant pas à soucier des bornes de recharge. Il y a aussi la réalité où il y a beaucoup de manufacturiers d'automobiles qui fournissent déjà la borne de recharge avec le véhicule, un peu comme certains manufacturiers fournissent des pneus d'hiver avec l'achat d'un véhicule. Donc, avec l'approche SMP, ça permet de sauver des coûts de ce côté-là. Donc, le SMP Plus va se connecter au hub pour une gestion d'énergie multiniveau, donc qui va protéger tous les niveaux de l'infrastructure électrique du bâtiment, va surveiller une artère électrique. Elle peut être monophasée, elle peut être triphasée, proche du panneau de distribution, et qui est équipée d'un état de défaillance sécuritaire, donc fail-safe, qui permet d'ouvrir les relais en cas de défaillance logicielle. Donc, c'est un point super important à considérer. Il y a des systèmes qui ont des systèmes de défaillance qui ne sont pas 0 ampère, donc qui vont être de 6 ou 8 ampères selon les protocoles de communication. Ce qui veut dire que même si il y a de la surveillance qui est déployée, il faut quand même calculer dans le calcul de charge 6 ou 8 ampères par borne de recharge. Nous, l'approche qu'on a prise avec une ouverture de relais en cas de défaillance, ça permet de s'assurer avec vos designs qu'on vous garantit que s'il y a une défaillance, qu'on perd la communication, et qu'il y a 0 ampère qui va être envoyé au véhicule de manière à respecter l'article 806-11. Donc, d'un point de vue de sécurité électrique, c'est un point qui est super important avec l'approche par panneau intelligent. La connexion Internet nécessaire pour un suivi en temps réel des données de consommation sur notre portail, mais facultative pour tout ce qui touche les décisions critiques et de sécurité électrique. Donc, vous avez ici un schéma typique de monitoring et contrôle. Donc, vous pouvez voir une armoire principale ici où on aurait un hub qui monitore l'entrée principale et qui va communiquer en multiniveau avec une connexion RS485 à plusieurs SMP. Les SMP peuvent être alimentés par un seul transfo. Plusieurs SMP peuvent être alimentés par, un seul transfo ou un seul panneau. Donc, vraiment une grande flexibilité pour économiser des coûts au niveau du design. On a conçu le système vraiment pour être capable de s'adapter à la conception que vous faites de vos immeubles. Comme je le disais tantôt, on est en mesure de mettre jusqu'à 30 SMP en série qui peuvent se partager une grande distribution électrique. Donc, c'est une façon de grossir les groupes de partage, réduire la puissance requise au niveau de l'infrastructure primaire de l'entrée électrique, puis aussi de mieux interagir avec Hydro-Québec lorsqu'on veut faire de la gestion de la pointe, déplacer le moment de la recharge. Et plus les groupes de partage sont grands, plus ça va donner de la flexibilité à Hydro-Québec pour optimiser son réseau.
Donc, en résumé, lorsque toutes les composantes surveillent, analysent et contrôlent l'infrastructure conformément à la section 8 du code, la charge des appareillages de recharge n'a pas à être additionnée dans le calcul de charge. On a tout récemment dévoilé un devis technique du SMP+. Donc, il est maintenant disponible. Vous pouvez contacter notre équipe pour avoir les détails. C'est un devis technique qui vise à vous donner toute l'information requise pour être capable de bien spécifier la solution du SMP+, qui va être disponible, qui est disponible pour commande là, dès maintenant, mais va être livré à partir du mois de juillet 2025. À titre de rappel, au niveau des configurations en usine, nous, on s'occupe de configurer tout ce qui touche les fonctionnalités de sécurité électrique. Donc, tout ce qui touche l'ampérage maximal par phase, c'est quelque chose qu'on configure en usine et que ni l'électricien ni le propriétaire d'immeuble peuvent changer. Donc, de s'assurer à ce qu'on respecte le design que vous demandez sur vos plans. Donc, au niveau du portail Connect qui est disponible, comme je le disais tantôt, va donner de la visibilité aux gestionnaires d'immeubles sur l'état de la recharge, sur l'alimentation ou la coupure des bornes également. Par exemple, un locataire ne paie pas sa facture, le gestionnaire peut couper l'alimentation de la borne si à ce que le locataire paie sa facture. Donc, fonctionnalité grandement demandée par nos clients. Ce qu'on a aussi développé, c'est un API d'intégration automatisée pour la facturation. Donc, chez RVE, le volet de la facturation d'électricité, pour nous, c'est quelque chose qu'on croit qui doit être excessivement abordable pour les clients, donc que ce soit en copropriété ou en multilogement locatif. Donc, l'offre de base qui vient avec le SMP+, c'est de fournir automatiquement dans le portail un rapport trimestriel avec l'ensemble des données de facturation. L'offre de base inclut aussi une intégration possible via un API à même le logiciel de condo ou de gestion d'immeuble. Ce qui fait que pour la facturation spécifiquement, ce qu'on souhaite, c'est par exemple permettre aux clients de la flexibilité dans la façon qu'il va gérer la facturation pour ultimement être capable de le faire presque à coût nul, puis que ça devienne quelque chose qui est vraiment intégré à même son fonctionnement de gestion, parce que généralement, c'est déjà des firmes qui ont un logiciel d'exploitation. Une autre alternative, ce serait de s'intégrer avec un fournisseur de logiciels. Pour ne pas en nommer, il y en a plusieurs sur le marché. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un protocole ouvert qui va permettre au client de déterminer quel est le fournisseur logiciel avec lequel il veut faire affaire. On va fournir le data, puis le fournisseur logiciel va pouvoir prendre en charge tout ce qui touche la facturation. Mais si jamais le fournisseur logiciel ne donne pas un bon service, ben, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que le client soit pris avec un seul fournisseur. On va lui permettre de pouvoir changer de fournisseur logiciel tout en ayant un hardware qui lui fournit la sécurité électrique locale et la transparence sur ses données de facturation qui est certifiée avec Mesure Canada. Comme je le disais un petit peu plus tôt, en synthèse des synthèses, donc l'ensemble de nos systèmes sont compatibles avec toutes les bornes de recharge qui sont offertes sur le marché. Donc vraiment pour RVE, on veut s'assurer d'être agnostique autant aux panneaux de distribution qu'aux différentes bornes de recharge. Au niveau de la disponibilité maintenant, donc comme je le disais un peu plus tôt, n'hésitez pas à nous écrire à vente@rve.ca si vous avez des projets spécifiques, si vous voulez qu'on vienne vous visiter pour regarder des opportunités ou si vous avez davantage de questions. Les hubs sont disponibles dès maintenant. Donc, on en a environ une centaine de disponibles pour le début de l'année. On va avoir une deuxième production dans la deuxième moitié de l'année pour environ 300 unités. Donc, on a une bonne disponibilité de ce côté-là. Au niveau des DCC+, donc également disponibles dès maintenant, doivent accompagner la vente d'un hub.
Donc, les upgrade kits sont disponibles là, sur commande dès maintenant. Et les SMP+, donc, vous pouvez tout de suite nous écrire pour mettre sur plan ou designer. On est vraiment très, très proche là, de rendre le produit disponible, mais formellement, là, les livraisons vont débuter en juillet. Donc, si vous avez des projets qui sont plus là, pour la fin de l'année, aucun problème là, du côté des SMP+. Également, les SMP actuels, on va offrir un upgrade kit pour un coût vraiment très raisonnable, de manière à permettre le multiniveau de disponible dans la deuxième partie de 2025. À titre de rappel, on a une équipe d'experts à votre disposition. Donc, si vous avez des questions vraiment pointilleuses sur le technique, vous pouvez toujours nous écrire à vente@rve.ca, mais aussi nous écrire à soutien@rve.ca ou nous appeler au 450-902-1355. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que vous avez appris quelques trucs en ce qui touche la recharge. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais maintenant consulter mon équipe pour voir s'il y a des questions à répondre du public qui n'ont pas déjà été répondues. Donc, merci à tous. S'il y en a qui doivent quitter, là, je vais répondre aux questions. Ça continue d'être enregistré, donc vous allez recevoir l'enregistrement avec les réponses aux questions à la fin de la présentation, donc dans les prochains jours. Ben, je prends le temps tout de suite de remercier tout le monde qui ont été présents. J'espère que ça a été instructif et qu'on aura l'occasion de se voir dans une occasion future. Merci à tous pour votre présence. Donc, question du public. Est-ce que l'algorithme interne du SMP continuera de fonctionner s'il y a une perte de connexion Internet? Absolument. Donc, si l'Internet fait défaillance là, au niveau du réseau, tout ce qui touche les fonctionnalités de sécurité, donc internes ou critiques au SMP, vont continuer de fonctionner sans aucun problème. Prochaine question. Est-ce qu'on peut faire de la limitation de puissance avec le SMP et le hub à distance? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que localement, on a des seuils de sécurité critiques qui sont mis en place au moment où on déploie le système, de façon à limiter, d'un point de vue de sécurité électrique, les seuils de défaillance ou de débarquement. Ça, c'est tout ce qui concerne la sécurité électrique. Ensuite de ça s'ajoutent les décisions d'optimisation. Je pense que c'est l'intention de la question. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'optimisation à distance pour, par exemple, réduire le tarif d'électricité? La réponse, c'est oui. Aucun problème de ce côté-là, autant pour le hub que le DCC ou le SMP. Pour le DCC+, par exemple, on travaille à s'intégrer avec différents fournisseurs d'électricité. Donc, je ne peux pas en nommer aujourd'hui, mais je peux déjà dire qu'on prévoit s'intégrer à différents programmes de gestion de la pointe au niveau de la recharge, qu'on va avoir des nouvelles à annoncer très prochainement. Prochaine question. Est-ce que, une fois que la public review, là, la revue du public du code du bâtiment va être terminée, donc le 17 avril, est-ce qu'on pourrait appliquer 806-11 en référence avec le communiqué de la RDQ tout récent? Donc, le processus d'entrée en vigueur du code du bâtiment, chapitre 5, donc présentement, depuis le 5 mars, on est dans une revue publique qui se termine le 17 avril prochain. Suite à ça, le comité de la RDQ va analyser les commentaires qui ont été reçus, peut-être faire des changements, peut-être pas. Ça, franchement, il n'y a pas moyen de le savoir. Mais historiquement, il y a une période là, d'entre 45 et 90 jours qui est transitoire avant que le code soit publié. Donc, dans les faits, on peut peut-être plus s'attendre là, à avoir un code qui entre en vigueur dans la deuxième moitié de 2025. Ceci étant dit, les changements sont communiqués.
ils sont alignés avec le Code canadien de l'électricité. Donc, si on prend en considération les changements là, déjà qui sont dans la Gazette officielle, et RVE, on prépare un article qui va venir expliquer notre interprétation des changements. Donc, on prévoit ça là, pour une publication durant le mois de mai. Il n'y a rien qui empêche de les appliquer. Je pense que personnellement, comme professionnel, je me dis que c'est la bonne chose à faire parce que ça permet déjà d'aider les clients à s'adapter aux nouvelles réglementations. Donc, prochaine question. Après la spécification de l'ampérage maximal pour le SMP, est-ce que ceci est modifiable par RVE dans le futur en fonction de l'ampérage disponible? C'est une bonne question. Donc, est-ce qu'on peut modifier à distance des fonctionnalités ou du firmware en tout ce qui touche les features critiques? Donc, nous, notre interprétation des changements à distance des paramètres de délestage, la façon qu'on l'a planifié, c'est que RVE est capable de pousser dans un hub ou un SMP un changement logiciel, peut pousser un changement des seuils de délestage. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire à distance. Par contre, on veut s'assurer qu'il y a un professionnel de l'électricité qui supervise la manœuvre et qui s'assure que le changement est fait selon ses spécifications. Donc, la façon qu'on va s'y prendre, c'est qu'on va pousser un firmware update, mais on va demander à l'électricien qui est en charge du design d'entrer un code, par exemple un code à 4 chiffres, pour que lui, sur site, valide les changements qui sont faits, de manière à s'assurer que ce ne soit pas quelqu'un qui n'est pas qualifié qui vienne changer dans nos écrans les seuils de délestage, ce qu'on ne veut vraiment pas qu'il arrive. C'est le risque des fois avec des solutions logicielles où on se connecte avec un iPhone ou un téléphone, de s'assurer que c'est les bonnes personnes qui ont accès au seuil critique. Donc, c'est de la façon que nous, à RVE, on pense qu'on va être capable d'atteindre les objectifs de sécurité le mieux possible. Prochaine question. Peut-on avoir du contrôle sur l'usager qui se connecte à la borne? Peut-on avoir du contrôle sur l'usager qui se connecte à la borne? Est-ce que la facturation est-elle uniquement sur la borne, peu importe qui s'y connecte? Donc, nos systèmes sont vraiment designés pour des stationnements dédiés. Donc, dans un contexte où, soit un SMP, par exemple, qu'il y a un usager qui est attitré au stationnement. C'est vraiment l'application typique de nos systèmes. Si vous avez des stationnements visiteurs qui sont payants pour la recharge, il y a d'autres manufacturiers de bornes de recharge connectées qui sont spécifiquement experts là-dedans. Notre SMP vise vraiment les stationnements dédiés, donc quand il y a un seul usager par SMP. J'espère que ça répond à la question. Prochaine question. Est-ce que le délestage du SMP+ est toujours fait en alternance sans tenir compte des phases sur lesquelles les bornes sont raccordées? Très bonne question. Donc, le délestage des SMP prend plusieurs facteurs en considération. Il va prendre, dans un premier temps, le balancement des phases. Donc, on s'assure qu'on optimise le délestage en fonction du balancement des phases pour répondre à la question spécifique. Et ensuite de ça, on va délester en fonction de qui a reçu le plus d'énergie dans les 12 dernières heures. Donc, de manière à distribuer les kilowattheures de façon le plus équitable possible, on va s'assurer qu'on diffuse l'énergie en fonction vraiment de l'énergie distribuée dans une période précédente pour ultimement augmenter les probabilités que, rendu au matin, on a plus de gens qui ont reçu plus d'énergie. On travaille aussi sur des algorithmes plus poussés qui vont venir en apprendre davantage sur les profils de consommation, puis être capable vraiment d'optimiser la recharge en conséquence. Mais ça, c'est des features qu'on va dévoiler un petit peu plus tard en 2026. Prochaine question. Est-il possible d'installer plus d'un hub dans un même bâtiment pour augmenter le nombre de DCC+ à plus de 120?
Absolument. Très bonne question. Donc, si vous avez un immeuble qui a plus de 120 unités, que vous voulez faire un design, demain matin, notre recommandation, c'est de prévoir plus d'un hub. Donc, un seul hub peut monitorer jusqu'à 7 artères, un maximum de 6 transformateurs monophasés. Donc, je présume que dans un exemple là, où on aurait peut-être 150 ou 200 contrôleurs de charge installés, ben, ça serait une bonne pratique d'installer plus d'un hub dans ce contexte-ci. Prochaine question. Donnez un exemple d'application du SMP pour bien distinguer les cas d'application des différents produits. Donc, le SMP est vraiment une solution. Donc, le panneau intelligent, c'est une solution lorsque vous avez un seul compteur pour l'ensemble de votre parc de bornes. Donc, vous avez une distribution qui est dédiée à la recharge. C'est vraiment le cas où le SMP va être le plus adapté. Lorsque vous avez des compteurs individuels pour chaque unité dans une salle électrique qui est à proximité des stationnements, c'est là où le DCC va être installé. Donc, vraiment deux applications distinctes en fonction du contexte de bâtiment. Donc, des plex, des immeubles de moins de 50 à 80 unités, souvent, on va être plus dans la solution DCC. Toutefois, les immeubles en hauteur, les immeubles dans les centres-villes où il y a des salles électriques qui ne sont pas accessibles, on va être davantage dans un contexte de SMP. Et c'était la dernière question pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci aux centaines de participants au webinaire. Vraiment très content d'avoir pu vous partager les plus récents développements des solutions d'RVE et des changements qui s'en viennent au niveau du code. Mon nom est David Corbeil, président et cofondateur de RVE. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.